La pluie tombait à verse ce mardi après-midi, transformant les rues de Paris en rivière grise. Philippe de Valois était assis à l'arrière de sa Mercedes, sa main entrelacée dans les doigts parfaitement manucurés de victoire, lorsque le feu passa au rouge sur l'avenue des Champs-Élysées. Il était en train d'expliquer le plan de table pour leur fête de fiançailles, prévue dans seulement 3 semaines, quand un mouvement sur le passage piéton fit mourir les mots dans sa gorge. Une femme traversait la rue, luttant avec un parapluie surdimensionné tout en manœuvrant une poussette double. Le vent attrapa le parapluie, le renversant en arrière, et pendant un bref instant, Philippe vit clairement son visage à travers la vitre striée de pluie. Son corps tout entier se figea. Rachel, Rachel Moreau, la femme qu'il avait aimée de tout son être 6 ans plus tôt. La femme qui avait disparu de sa vie sans explication, ne laissant qu'un bref mot disant qu'elle avait besoin de se trouver et ne pouvait le faire dans son monde. Mais ce n'était pas seulement Rachel qui fit s'arrêter son cœur. C'étaient les 2 enfants dans la poussette, un garçon et une fille d'environ 5 ans, avec des boucles brunes qui semblaient étrangement familières, même à cette distance. Philippe, tu m'écoutes? La voix de Victoire trancha à travers son état de choc, acéré par l'irritation de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être ignoré. Oui, bien sûr, parvint-il à dire, mais ses yeux étaient toujours rivés sur le passage piéton. Rachel avait maintenant atteint l'autre côté, disparaissant dans la foule de piétons cherchant un abri contre l'orage. Victoire suivit son regard, ses yeux bleus glaciers se plissant. « Tu connais cette femme ?»« Non, mentit Philippe, le mot ayant un goût amer. J'ai juste cru reconnaître quelqu'un. Le feu changea, et Marc, son chauffeur, fit avancer doucement la voiture. Philippe se tordit sur son siège, essayant d'apercevoir une dernière fois Rachel, mais elle était partie. Évanouie dans la ville aussi complètement qu'elle s'était évanouie de sa vie 6 ans auparavant. 6 ans. Les jumeaux semblaient avoir environ 5 ans. Le calcul lui hurlait à la figure, mais il se força à se retourner vers Victoire, à sourire, à hocher la tête à ce qu'elle disait sur les orchidées contre les roses. Son esprit, cependant, tournait en rond, revenant sans cesse à ses boucles brunes, à la façon dont le petit garçon riait de quelque chose que sa sœur disait, à la manière protectrice dont Rachel s'était penchée sur la poussette pour les protéger de la pluie. Victoire d'Arpège était tout ce que sa famille avait voulu pour lui. Issu de la vieille fortune, d'une éducation impeccable, avec des relations qui profiteraient au groupe Valois, bien au-delà des simples affaires. Leur fiançailles était autant une fusion qu'une romance, bien que Philippe se soit convaincu que le respect et la compatibilité étaient des fondations plus solides que la passion. Rachel, elle, avait été la passion. Rachel avait été la fille de la gouvernante de sa famille, la jeune fille qui avait grandi dans les quartiers du personnel du domaine des Devalois, la femme que sa mère avait qualifiée de totalement inappropriée. Rachel avait été poésie, rire et rêve plus grands que les murs du manoir qui avaient séparé leur monde. Et puis elle était partie. Le fleuriste a besoin d'une réponse d'ici vendredi, dit Victoire en sortant son téléphone pour lui montrer des photos de centres de table élaborés. Mère insiste pour les roses blanches. But, je trouve ça trop traditionnel. Qu'en penses-tu? Philippe regarda les images, ne voyant rien. Ce que tu préfères. L'expression de Victoire se durcit. Elle n'était pas stupide. Elle sentait sa distraction. Tu es étrange toute la semaine? Si tu as des doutes, je n'en ai pas, dit rapidement Philippe en lui serrant la main. Juste beaucoup de choses en tête avec le contrat de Singapour. Ce n'était pas entièrement un mensonge. L'expansion à Singapour avait consommé ses journées de 18 heures pendant des mois. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle son pouls s'emballait, ni la raison pour laquelle il ne pouvait cesser de voir le visage de Rachel dans son esprit. Ils arrivèrent au domaine familial de Victoire à Saint-Germain-en-Laye, juste au moment où l'orage s'intensifiait. Le manoir des Darpèges faisait paraître même le domaine des deux Valois modestes. 30 pièces d'une élégance d'un autre temps qui parlait d'une richesse accumulée sur des siècles plutôt que des décennies. Philippe se plia aux formalités de l'après-midi,
serrant la main du père de Victoire, acceptant les félicitations de sa mère, visitant les jardins où se tiendrait la fête de fiançailles. Mais une partie de lui restait sur ce passage piéton pluvieux, rejouant ces quelques secondes encore et encore. Pouvaient-ils être ses enfants? La question lui brûlait la poitrine, mais il n'avait aucun moyen d'y répondre. Rachel avait complètement disparu après l'avoir quittée. Il avait essayé de la retrouver, avait engagé des enquêteurs qui n'avaient rien trouvé. C'était comme si elle avait simplement cessé d'exister, ou comme si elle s'était délibérément cachée. Tu restes dîner, n'est-ce pas? Demanda la mère de Victoire, les conduisant déjà vers la salle à manger, comme si son accord était une conclusion évidente. Philippe regarda sa montre. En fait, je dois retourner en ville. J'ai une conférence téléphonique avec Tokyo à 20 heures. Les lèvres de Victoire se pressèrent en une fine ligne, mais elle le raccompagna à la voiture. Tu es bizarre, Philippe. Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué. C'est juste le stress du travail, dit-il en l'embrassant sur la joue. Je me rattraperai. Mais alors que Marc le ramenait vers Paris, Philippe sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Morin, répondit une voix bourrue. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Didier, j'ai besoin que tu trouves quelqu'un, dit Philippe. Rachel Moreau, dernière adresse connue à Belleville il y a 6 ans. Elle a des jumeaux, un garçon et une fille, environ 5 ans. Il y eut une pause. Didier Morin était le meilleur détective privé de Paris. Discret et minutieux. C'est personnel? Très. Donne-moi 48 heures. Philippe mit fin à l'appel et regarda les rues luisantes de pluie. Quelque part dans cette ville de plus de 2 millions d'habitants, Rachel était en train de coucher ses enfants, peut-être en leur lisant des histoires, peut-être en leur expliquant pourquoi le tonnerre n'était pas quelque chose à craindre. Étaient-ils les siens? La question le consumait. Et s'il l'était, si Rachel avait été enceinte quand elle était partie, si elle lui avait caché ses enfants pendant 5 ans, alors tout ce qu'il pensait savoir sur cette époque, sur ses raisons de partir, avait été un mensonge. Son téléphone vibra. Victoire, le dîner était délicieux. Dommage que tu n'aies pas pu rester. Maman veut discuter du contrat de mariage la semaine prochaine. Le contrat de mariage, la fête de fiançailles, le mariage prévu pour juin à l'église de la Madeleine. Son avenir tracé en lignes nettes et prévisibles. Mais ses jumeaux avaient brisé sa certitude comme une pierre à travers une vitre. Philippe tapa une réponse à Victoire, quelque chose de non engagé et d'affectueux. Mais son esprit était déjà ailleurs. La Mercedes s'arrêta devant son immeuble de l'avenue Montaigne. Philippe prit l'ascenseur jusqu'au 42e étage, desserrant sa cravate en entrant dans l'appartement qui avait fait la une d'un magazine d'architecture. Des lignes épurées, des œuvres d'art coûteuses et pas une seule touche personnelle qui en faisait un foyer. Il se versa un scotch et se tint devant les baies vitrées, regardant les lumières de la ville floutées par la pluie. Quelque part là-dehors, Rachel vivait une vie dont il ne savait rien. Quelque part là-dehors, 2 enfants qui pourraient être les siens dormaient dans des lits qu'il n'avait jamais vus, dans une maison qu'il n'avait jamais visitée. Ne pas savoir était une agonie. Mais dans 48 heures, Didier aurait des réponses. Dans 48 heures, Philippe saurait si la femme dont il ne s'était jamais vraiment remis l'avait quitté parce qu'elle portait ses enfants. Des enfants que sa famille n'aurait jamais acceptés. Des enfants qui auraient compliqué les plans minutieux que ses parents avaient pour son avenir. Il but une longue gorgée, le scotch lui brûlant la gorge. Si ses jumeaux étaient les siens, si Rachel les lui avait cachés pendant 5 ans, alors ses fiançailles avec Victoire reposaient sur une base qu'il ne savait même pas fausse. Car comment pourrait-il épouser une autre femme alors qu'il avait des enfants qu'il n'avait jamais rencontrés? Et comment pourrait-il pardonner à Rachel de les lui avoir enlevés? Les questions tourbillonnaient dans son esprit alors que l'orage faisait rage dehors. Et Philippe réalisa que voir Rachel sur ce passage piéton avait tout changé. La vie qu'il avait si soigneusement construite, l'avenir qu'il avait si méticuleusement planifié, tout cela semblait soudain aussi fragile que la pluie sur une vitre. L'appel de Didier arriva 36 heures plus tard, pas 48.
Philippe était en réunion du conseil d'administration, présentant les projections trimestrielles au cadre supérieur du groupe Valois, lorsque son téléphone vibra avec la sonnerie spécifique qu'il avait assignée au numéro du détective. Il conclut sa présentation 10 minutes plus tôt, ignorant les regards confus de son directeur financier, et se retira dans son bureau. Qu'as-tu trouvé? Demanda Philippe avant même que Didier puisse dire bonjour. Rachel Moreau, 32 ans, résident au 412 rue de l'Érable, appartement 3B à Belleville. Elle travaille comme infirmière pédiatrique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de nuit, 3 jours par semaine. Les jumeaux s'appellent Colin et Margot. Ils sont en CP à l'école élémentaire Jean Jaurès. Aucun père n'est mentionné sur les 2 actes de naissance. La main de Philippe se resserra autour du téléphone. Envoie-moi tout. C'est déjà dans tes emails? Mais de Valois... Didier fit une pause. Tu es sûr de vouloir poursuivre? D'après ce que je vois, elle s'est construit une belle vie. Stable, tranquille, les enfants ont l'air heureux. Envoie-moi juste les informations, dit Philippe en terminant l'appel. Il passa l'heure suivante à éplucher le rapport de Didier. Des photographies de Rachel quittant l'hôpital en blouse, l'air fatigué mais d'une certaine manière plus belle que dans ses souvenirs. Des images des jumeaux. Colin avec son expression sérieuse et Margot avec son sourire éclatant, jouant dans un petit square près de leur immeuble. Le parcours professionnel de Rachel, son diplôme d'infirmière obtenu dans une école publique, le modeste 2 pièces qu'elle louait dans un quartier populaire. Elle s'était construit une vie complètement différente de celle qu'elle aurait pu avoir avec lui. Pas de manoir, pas de chauffeur, pas de fonds en fiducie pour les enfants, juste du travail acharné, de la détermination et apparemment 5 ans de secret. Philippe étudia les photographies de Colin et Margot. Maintenant qu'il pouvait les voir clairement et non à travers la pluie et les vitres de voiture, la ressemblance était indéniable. Colin avait la mâchoire de Philippe, ses yeux gris et sérieux. Margot avait le sourire de Rachel, mais les fossettes de Philippe. C'étaient de beaux enfants et ils étaient les siens. Il le savait avec une certitude qui dépassait la logique ou la preuve. Son téléphone vibra. Victoire, déjeuner demain, il faut finaliser la liste des invités. Philippe fixa le message, puis la photographie de ses enfants. Il était censé épouser Victoire dans 4 mois. Il était censé fusionner leurs familles, leurs fortunes, leurs avenirs. Mais comment pouvait-il faire ça maintenant? Il devait voir Rachel. Il devait entendre la vérité de sa propre bouche. Il devait comprendre pourquoi elle avait gardé ce secret. Pourquoi elle lui avait refusé la chance de connaître ses propres enfants. L'adresse fournie par Didier était à Belleville, un quartier que Philippe avait traversé en voiture, mais où il ne s'était jamais arrêté. Populaire, diversifié, le genre d'endroit où les gens connaissaient vraiment leurs voisins. Il regarda son agenda. Victoire l'attendait pour le déjeuner le lendemain et il avait un dîner avec des investisseurs potentiels le soir même. Mais cela ne pouvait pas attendre. Philippe quitta son bureau plus tôt, disant à son assistante qu'il ne se sentait pas bien. Marc le conduisit à Belleville, le paysage changeant des gratte-ciel étincelants aux modestes immeubles en briques avec du linge suspendu au balcon. C'était un monde différent de celui que Philippe habitait, mais alors qu'il s'arrêtait au 412 rue de l'Érable, il sentit son cœur battre avec une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. L'immeuble était vieux, mais bien entretenu, avec un petit jardin devant où quelqu'un avait planté des tulipes. Philippe dit à Marc d'attendre et monta les 3 étages jusqu'à l'appartement 3B. Il resta un long moment devant la porte, écoutant le son des rires d'enfants à l'intérieur avant de finalement frapper. Les rires s'arrêtèrent. Des pas s'approchèrent, légers et prudents. La porte s'entr'ouvrit, la chaîne de sécurité toujours en place, et le visage de Rachel apparut dans l'interstice. La couleur quitta ses joues. Philippe. Bonjour Rachel. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Philippe pouvait voir au-delà d'elle dans le petit appartement. Des dessins d'enfants colorés, scotchés au mur. Une pile de livres de la bibliothèque sur un canapé usé. 2 petits vélos appuyés contre le mur du couloir. « Comment m'as-tu retrouvé »
La voix de Rachel était à peine un murmure. Je t'ai vu mardi sous la pluie. Tu traversais les Champs-Élysées avec... Il ne put finir sa phrase. Rachel ferma les yeux. Tu dois partir. J'ai besoin de connaître la vérité. Maman, c'est qui appela une petite voix de l'intérieur de l'appartement. Les yeux de Rachel s'ouvrirent en grand, la panique traversant son visage. Juste quelqu'un qui vend quelque chose, mon chéri. Reste dans le salon. Mais Philippe l'avait déjà vu. Colin jetant un coup d'œil au coin du mur avec ses yeux gris qui reflétaient ceux de Philippe. Le garçon qui était indéniablement, incontestablement son fils. « S'il te plaît, murmura Rachel, pas ici, pas maintenant. » Philippe sortit une carte de visite de son portefeuille et la pressa dans sa main. « Demain midi au café sur la rue de Belleville. Si tu ne viens pas, je reviendrai. » Rachel prit la carte avec des doigts tremblants. « Tu ne comprends pas. » Tac. « Alors aide-moi à comprendre, » dit Philippe. « Demain, Rachel, je mérite au moins ça. » Il se retourna et s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre, ses jambes se sentant instables dans les escaliers. Derrière lui, il entendit la porte se refermer doucement, puis le son étouffé d'un enfant posant des questions auxquelles Rachel devrait trouver des réponses. Marc le ramena à Paris en silence. Philippe regardait par la fenêtre, ne voyant rien, son esprit rempli de l'image du visage de Colin, de la peur de Rachel, de la vie qu'ils avaient construite sans lui. Ce soir-là, il rejoignit Victoire et ses parents pour dîner dans un restaurant étoilé. Il commanda sans goûter, sourit sans le penser et accepta tous les détails du mariage que la mère de Victoire suggérait. Mais ses pensées étaient à des kilomètres de là, dans un petit appartement de Belleville, où ses enfants étaient probablement en train d'être couchés par une femme qui avait toutes les raisons de le haïr. Car Philippe commençait à comprendre quelque chose qu'il ne s'était pas permis d'envisager auparavant. Rachel n'était pas partie parce qu'elle était volage, immature ou incapable de gérer son monde. Elle était partie parce qu'elle était enceinte, parce qu'elle savait que sa famille n'accepterait jamais ses enfants, parce qu'elle avait choisi de les élever dans des circonstances modestes plutôt que de les soumettre au mépris de la dynastie des De Valois. Elle était partie pour les protéger. Cette prise de conscience le frappa comme un coup physique. Sa mère avait clairement fait savoir dès le début que Rachel n'était pas convenable, que toute relation entre eux nuirait à la réputation de la famille. Qu'aurait dit Hélène de Valois si Rachel avait annoncé une grossesse? Aurait-elle offert de l'argent pour que le problème disparaisse? Aurait-elle menacé Rachel? L'aurait-elle manipulée? Utilisé toute la force de la richesse et de l'influence des de Valois pour s'assurer que ses enfants n'existent jamais officiellement? L'appétit de Philippe disparut complètement. « Tu te sens bien ?» demanda Victoire, son ton plus agacé qu'inquiet. « Tu as été complètement absent toute la soirée. » Juste la grippe qui circule au bureau, mentit Philippe. Je devrais probablement rentrer. Il s'excusa et partit, ignorant la frustration évidente de Victoire. À la maison, il se versa un autre scotch et regarda les photographies que Didier avait envoyées. Colin et Margot riant dans le square. Rachel, épuisée après une nuit de garde, portant des sacs de course sur ses 3 étages. Une vie construite sur le sacrifice et les secrets. Son téléphone sonna. Sa mère. « La mère de Victoire m'a appelé, » dit Hélène de Valois sans préambule. « Elle dit que tu es distant, que Victoire est inquiète. Philippe, ce mariage est important. »« Je sais, mère. »« Alors, agis en conséquence. Les Darpèges sont un parti parfait pour notre famille. Ne mets pas ça en péril avec je ne sais quelle crise de la quarantaine tu traverses. » Philippe songea à lui dire. Songea à dire « J'ai des enfants. 2 beaux enfants que tu n'accepteras jamais parce que leur mère n'est pas née dans la bonne famille. » Mais il garda le silence, car demain, il entendrait l'histoire de Rachel, et alors il déciderait quoi faire de la vérité. « Je vais m'en occuper, » dit-il finalement. Après que sa mère eut raccroché, Philippe resta assis dans l'obscurité de son penthouse, entouré de meubles coûteux et de vide, pensant à un appartement exigu à Belleville, rempli de rires et d'amour.
Il pensa au choix que Rachel avait fait, la pauvreté plutôt que la prétention, la lutte plutôt que la honte. Et il pensa au choix qu'il devrait faire maintenant entre la vie qu'il avait construite et la famille qu'il n'avait jamais su qu'il avait. La nuit s'étira, longue devant lui, et Philippe ne dormit pas du tout. Philippe arriva au café de la rue de Belleville 25 minutes en avance. C'était un petit bistrot de quartier avec des nappes à carreaux et l'odeur du café fort. Rien à voir avec les restaurants où il menait habituellement ses affaires. Il choisit une table dans le coin du fond et commanda un expresso. Il ne le but pas, regardant la porte avec l'intensité d'un homme dont tout l'avenir dépendait de l'heure suivante. Rachel entra à midi pile, vêtue d'un jean et d'un simple pull bleu qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Elle avait toujours été belle, mais la maternité avait ajouté quelque chose, une force dans ses épaules, une lassitude dans son regard qui n'était pas là avant. Elle se glissa sur la chaise en face de lui, sans enlever sa veste, comme si elle pourrait avoir besoin de fuir à tout moment. 4 heures, dit-elle doucement. C'est le temps que j'ai avant de devoir aller les chercher à l'école. Philippe hocha la tête. Une femme à l'allure sympathique lui apporta un café sans qu'elle ait besoin de le demander. Clairement une habituée. Cette petite intimité, ce quartier qui connaissait Rachel, qui l'acceptait d'une manière que son monde n'aurait jamais fait, fit se tordre quelque chose dans la poitrine de Philippe. « Sont-ils les miens ?» demanda-t-il, car il était inutile de prétendre que cette conversation pouvait commencer ailleurs. Rachel enroula ses mains autour de la tasse de café. Oui, le mot flotta entre eux, simple et dévastateur. Philippe l'avait su, mais l'entendre confirmer fut comme un coup de poing. « Tu es partie parce que tu étais enceinte. »« Je suis partie parce que ta mère a découvert que j'étais enceinte, » corrigea Rachel, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Elle est venue à l'appartement que je louais. Elle m'a offert 200 000 € pour disparaître et ne plus jamais te contacter. Elle a dit que si je refusais, elle s'assurerait que je ne travaille plus jamais à Paris, qu'elle détruirait toute chance que j'aurais de subvenir aux besoins d'un enfant. » La voix de Rachel se brisa légèrement. Elle a dit que des enfants de moi ne seraient jamais acceptés par la famille de Valois, que je les condamnerais à une vie où ils seraient méprisés, regardés de haut, sujets aux messes basses. Elle a dit que la chose la plus gentille que je pouvais faire était de te laisser refaire ta vie. Philippe sentit le sang quitter son visage. « Ma mère t'a menacé. Elle te protégeait, » dit Rachel, et il n'y avait aucune amertume dans son ton, seulement de la résignation. De son point de vue, j'essayais de te piéger avec une grossesse. J'étais la fille de la gouvernante qui essayait de s'assurer une fortune. Elle ne croyait pas que je t'aimais. Elle pensait que j'étais calculatrice. Mais tu n'as pas pris l'argent. Le rire de Rachel était creux. J'ai pris 20 000 €, assez pour couvrir les soins prénatals et quelques mois de loyer pendant que je m'organisais. Je ne pouvais pas me permettre d'être complètement noble, Philippe. J'avais 26 ans, j'étais enceinte de jumeaux et j'étais terrifiée. Philippe appuya ses paumes contre la table, essayant de digérer la profondeur de la trahison de sa mère. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais fait quoi? Les yeux de Rachel brillèrent d'un feu soudain. Tu te serais opposé à ta mère, tu m'aurais choisi plutôt que ta famille. Ton père venait de te nommer vice-président du groupe Valois. Ta mère planifiait déjà ton avenir, parlant de mariage convenable, de préserver l'héritage familial. Et j'étais enceinte de jumeaux, Philippe. Des jumeaux. Sais-tu ce que ça aurait signifié? Le scandale, les ragots, la façon dont ton monde aurait traité nos enfants. Ce sont aussi mes enfants, dit Philippe, sa voix s'élevant. La serveuse jeta un coup d'œil et il baissa le ton. Tu me les as cachés pendant 5 ans. 5 ans, Rachel. J'ai tout manqué. Les premiers mots, les premiers pas, les premiers jours d'école. Tu m'as volé ça. Je les ai protégés d'une famille qui aurait détruit leur estime de soi avant même qu'ils soient assez grands pour comprendre pourquoi, rétorqua Rachel. Ta mère a été claire. Ces enfants pouvaient soit grandir comme ton secret honteux, soit grandir avec une mère qui les aimait sans condition. J'ai fait le seul choix avec lequel je pouvais vivre. Philippe se pencha en arrière, le combat s'évanouissant en lui.
Il voulait être en colère, voulait rager contre l'injustice de tout cela, mais il ne le pouvait pas, car au fond de lui, il savait que Rachel avait raison. Sa mère aurait fait de la vie de ses enfants un enfer. Le cercle des deux Valois aurait cancané, exclu, jugé. Colin et Margot auraient grandi en sachant qu'ils n'étaient pas tout à fait assez bien, pas tout à fait acceptables. Parle-moi d'eux, dit-il finalement. L'expression de Rachel s'adoucit. Colin est sérieux comme toi. Il adore les puzzles et construire des choses. Il veut être architecte quand il sera grand. Il est patient avec sa sœur, même quand elle le rend fou. Un vrai sourire illumina son visage. Margot est un pur rayon de soleil. Elle se lie d'amitié avec tout le monde, ramène des chats errants à la maison, veut sauver le monde. Elle apprend le violon et elle est nulle, mais elle s'entraîne tous les jours quand même. Philippe sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Est-ce qu'ils posent des questions sur leur père? Tout le temps, admit Rachel. Je leur ai dit que leur père les aimait très fort, mais qu'ils ne pouvaient pas faire partie de leur vie, que c'était compliqué, que ce n'était pas à cause de quelque chose qu'ils avaient fait. Colin a arrêté de poser autant de questions il y a environ un an. Margot invente encore des histoires sur toi. Elle est convaincue que tu es un capitaine de navire, ou un astronaute, ou quelque chose d'aventureux. Pas un homme d'affaires. Trop ennuyeux pour son imagination. Ils restèrent assis en silence un moment. Le café se remplit de clients pour le déjeuner. Les conversations fusant autour d'eux en français, en arabe, en chinois. Ce quartier était l'opposé du monde de Philippe. Bruyant, diversifié, sans prétention. Et Rachel l'avait choisi délibérément, y avait construit une vie qui n'avait rien à voir avec les cercles privés et les carnets mondains. Je suis fiancé, dit finalement Philippe, à Victoire d'Arpège. Nous sommes censés nous marier en juin. Le visage de Rachel devint soigneusement neutre. J'ai vu l'annonce dans le Figaro. Félicitations! Sa famille est exactement ce que ma mère voulait. Vieille fortune, bonne relation, éducation appropriée. Alors tu devrais l'épouser, dit Rachel, mais ses mains se resserrèrent sur sa tasse. Comment le pourrais-je? La voix de Philippe était rauque. Comment pourrais-je l'épouser alors que j'ai des enfants que je n'ai jamais rencontrés? Alors que la femme que je... Il s'arrêta. La femme que tu quoi? Les yeux de Rachel étaient soudain brillants de larmes non versées. La femme à laquelle je n'ai jamais cessé de penser, admit Philippe. La femme qui m'a quitté sans explication et a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas comment réparer. Je t'ai laissé un mot, dit doucement Rachel. J'ai besoin de me trouver. Ce mot? Ça ne me disait rien, Rachel? Ça te disait tout ce que je pouvais te dire sans que ta mère ne nous détruise tous les deux. Rachel tendit la main sur la table, sa main planant au-dessus de la sienne avant qu'elle ne la retire. Je t'aimais, Philippe. Je t'aimais tellement que ça me terrifiait. Mais j'aimais encore plus nos enfants, et ils avaient plus besoin de protection que moi de toi. La vérité s'installa sur Philippe comme un poids. Rachel avait fait un choix impossible, et elle avait choisi leurs enfants. Elle avait sacrifié leur relation, son propre bonheur, 5 ans de sa présence dans leur vie, tout cela pour garder Colin et Margot à l'abri de la cruauté de son monde. « Je veux les rencontrer, dit Philippe. Correctement, je veux être leur père, Rachel. » Philippe, je ne demande pas la permission. Ce sont mes enfants. Mais je te demande de m'aider à bien faire les choses, à ne pas les traumatiser, à ne pas bouleverser leur monde plus que nécessaire. Et Victoire? Philippe pensa à sa fiancée, à la fête de fiançailles dans 2 semaines, à l'avenir soigneusement orchestré qu'ils avaient planifié. Je m'occuperai de Victoire. C'est mon scaconata. Ta mère se battra, prévint Rachel. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour t'éloigner de nous. Tarsar. Alors elle perdra, dit Philippe, et il le pensait. Je n'ai plus 26 ans, Rachel. Je ne suis plus le fils qui faisait tout ce que ses parents voulaient. J'ai fait du groupe Valois ce qu'il est aujourd'hui. C'est moi qui l'ai fait, pas ma mère. Et si elle pense qu'elle peut m'éloigner de mes enfants, elle est sur le point d'apprendre à quel point elle a peu de pouvoir en réalité.
Rachel étudia son visage un long moment, cherchant quelque chose. Ce qu'elle y trouva dut la satisfaire, car elle sortit son téléphone. Ils ont une kermesse à l'école jeudi prochain. Rien d'extraordinaire, juste des enfants qui chantent des chansons sur le printemps. Mais si tu veux les voir, les regarder sans la pression d'une présentation, tu pourrais venir. J'y serai, dit immédiatement Philippe. Rachel hocha lentement la tête, puis se leva pour partir. Philippe, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Colin et Margot sont heureux. Leurs vies sont stables, prévisibles, sûres. Si tu comptes faire partie de leur monde, tu dois t'engager à fond. Tu ne peux pas les traiter comme un passe-temps que tu visites quand ça t'arrange. Ils méritent mieux que ça. Je sais, dit Philippe en se levant également. Rachel, je suis désolé. Je suis désolé que ma mère ait fait ce qu'elle a fait. Je suis désolé que tu aies dû les élever seuls. Je suis désolé pour tout ça. Ne t'excuse pas, dit Rachel, la voix nouée. Sois juste présent. C'est tout ce dont ils ont besoin. Quelqu'un qui est présent. Elle sortit du café et Philippe la regarda partir. Cette femme qu'il avait assez aimée pour le quitter, qui avait choisi les difficultés plutôt que la haine de sa famille, qui avait élevé ses enfants pour qu'ils soient heureux malgré tout. Il sortit son téléphone et fixa le nom de Victoire dans ses contacts. Puis, il fit défiler jusqu'au numéro de sa mère. Des conversations allaient avoir lieu qui feraient exploser sa vie si soigneusement construite. Mais pour la première fois en 6 ans, Philippe sentit qu'il avançait enfin dans la bonne direction. Il paya l'addition et sortit sous le soleil de printemps, pensant à une kermesse d'école jeudi prochain, à 2 enfants qui ne savaient pas que leur père allait venir les regarder chanter. Philippe était assis au dernier rang de l'auditorium de l'école élémentaire Jean Jaurès, entouré de parents tenant des smartphones et de grands-parents avec des appareils photo. La kermesse était exactement comme Rachel l'avait décrite. Rien d'extraordinaire, juste des enfants en costume fait maison, chantant des chansons sur les fleurs, la pluie et les papillons. Mais quand Colin et Margot montèrent sur scène avec leurs camarades de classe, le souffle de Philippe se coupa. Colin se tenait droit et sérieux, ses petites mains jointes devant lui, balayant le public du regard jusqu'à ce qu'il trouve Rachel au 3e rang. Margot sautillait sur la pointe des pieds, saluant sa mère avec enthousiasme, sa joie si transparente qu'elle fit mal à la poitrine de Philippe. Ils chantèrent le printemps se transformant en été. Leur jeune voix pas tout à fait juste, mais pleine d'enthousiasme. Margot oublia quelques paroles et improvisa, faisant rire les parents autour de Philippe. Colin chanta chaque mot parfaitement, son expression solennelle de concentration. C'étaient ses enfants, son fils, sa fille. 5 ans de leur vie s'étaient écoulés sans lui et la perte lui parut soudainement dévastatrice réelle. Quand le concert se termina, les parents affluèrent vers la scène. Philippe resta en retrait, regardant Rachel serrer ses 2 enfants dans ses bras, tandis que Colin lui racontait sérieusement que quelqu'un avait manqué son signal et que Margot parlait des gâteaux qui seraient servis. Philippe s'apprêtait à partir. C'était suffisant, juste de les voir. Quand les yeux de Margot le trouvèrent à travers la foule, elle le fixa avec une curiosité ouverte, puis tira sur la manche de Rachel et le montra du doigt. Rachel se retourna, son visage devenant pâle en le voyant. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement à travers l'auditorium bondé. Puis Rachel se pencha, murmurant quelque chose aux jumeaux, et lentement, avec hésitation, se dirigea vers lui avec Colin et Margot à ses côtés. « Les enfants, dit Rachel, sa voix étonnamment stable. Voici Monsieur de Valois, c'est un vieil ami à moi. Bonjour, dit immédiatement Margot, tendant la main avec des manières parfaites. Je suis Margot et lui c'est Colin. Vous avez aimé notre concert? Philippe serra sa petite main, s'émerveillant de sa douceur, de sa confiance. Je l'ai adoré. Tu as une très belle voix. J'ai oublié les paroles dans le 2e couplet, confia joyeusement Margot. Mais j'en ai inventé de meilleurs. Colin resta légèrement en retrait, étudiant Philippe avec ses yeux gris qui étaient un miroir des siens. Tu ne ressembles pas aux amis habituels de maman. Colin, dit Rachel, un avertissement dans son ton. Ce n'est pas grave, dit Philippe en s'agenouillant pour être à leur hauteur.
Tu as raison, je ne suis probablement pas comme les amis habituels de ta maman, mais je suis très heureux de vous rencontrer tous les deux. Tu aimes les puzzles? Demanda soudain Philippe à Colin. Oui, dit Philippe. Et toi? Colin hocha la tête sérieusement. Je suis en train de faire un puzzle de 1000 pièces du pont de Brooklyn. C'est très difficile. Ça a l'air incroyable. Ta maman m'a dit que tu voulais être architecte. Les yeux de Colin s'écarquillèrent de surprise et de plaisir que quelqu'un sache ça de lui, que quelqu'un s'en soucie. Oui, je veux construire de grands immeubles qui ne tombent pas. Un noble objectif, dit Philippe, et il le pensait. Margot l'avait étudié attentivement. Tu as les yeux tristes, annonça-t-elle, comme si tu avais perdu quelque chose d'important. Rachel émit un petit son de détresse, mais Philippe garda son regard sur Margot. Cet enfant solaire et perspicace qui voyait droit au cœur des choses. Tu es très observatrice, mais je crois que je suis peut-être en train de retrouver ce que j'ai perdu. Bien, dit Margot, satisfaite. Les choses perdues doivent être retrouvées. C'est ce que maman dit toujours. D'autres parents commençaient à les dévisager, sentant quelque chose d'inhabituel dans cette interaction. Rachel le remarqua aussi. Nous devrions y aller. Les enfants doivent se changer. Attendez, dit Philippe. Il sortit son téléphone, les mains tremblant légèrement. Est-ce que je pourrais prendre une photo? Rachel hésita puis hocha la tête. Juste une. Philippe prit une photo de Colin et Margot dans leur costume de printemps. Margot, souriante à l'appareil, tandis que Colin offrait un petit sourire sérieux. On peut en prendre une avec toi? Demanda soudain Margot, pour que maman se souvienne de son vieil ami. Avant que Rachel ne puisse protester, Margot avait attrapé la main de Philippe et l'avait tirée entre elle et Colin. Un autre parent, voyant le moment un peu gênant, proposa de prendre la photo. Philippe passa ses bras autour de ses enfants, et sourit à l'appareil, sentant que son cœur pourrait éclater. « Merci », dit-il doucement alors qu'il s'éloignait, Colin parlant déjà des gâteaux, Margot se retournant une fois pour faire un signe de la main. Cette photo devint le bien le plus précieux de Philippe. Il la regarda une centaine de fois au cours des 3 jours suivants, étudiant chaque détail. La façon dont Colin se penchait légèrement vers lui, la façon dont la main de Margot avait saisi la sienne avec une confiance totale, la façon dont ils ressemblaient tous les trois à une famille, bien qu'ils soient des étrangers. La conversation avec Victoire eut lieu le vendredi soir. Il l'avait invitée dans son penthouse, lui avait versé du vin, avait essayé de trouver des mots qui rendraient cela moins douloureux. Mais il n'y avait pas de tels mots. « J'ai des enfants », dit-il simplement. « Des jumeaux, ils ont 5 ans. Leur mère est quelqu'un avec qui j'ai eu une relation il y a 6 ans. » Le verre de vin de Victoire s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Tu as quoi ?» Je ne le savais pas. Elle est partie sans me dire qu'elle était enceinte, mais je l'ai vue la semaine dernière par pur hasard. Et Victoire, je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas t'épouser alors que j'ai des enfants que je dois apprendre à connaître, alors que leur mère, Rakeb, est celle que tu aimes vraiment, termina Victoire, sa voix glaciale. Ne te donne pas la peine de mentir, Philippe. Je sais depuis des semaines que quelque chose n'allait pas. Je ne pensais juste pas que ce serait quelque chose d'aussi sordide. Ce n'est pas sordide, c'est compliqué. C'est un désastre, corrigea Victoire en se levant. Mes parents vont être furieux. Les Darpèges n'appréciaient pas d'être humiliés. Thomas Sart, je suis désolé, dit Philippe, et il l'était. Pas assez pour changer d'avis, mais désolé pour la peine qu'il causait. Victoire partit sans un autre mot, enlevant sa bague et la posant sur sa table basse avec une finalité qui en disait long. La conversation avec sa mère fut pire. Hélène de Valois arriva à son bureau le lundi matin, son visage un masque de fureur. « La mère de Victoire m'a appelé. Elle dit que tu as rompu les fiançailles à cause de prétendus enfants d'une relation antérieure. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » C'est vrai, dit calmement Philippe. Et tu étais au courant, n'est-ce pas, mère? Tu savais que Rachel était enceinte quand tu l'as payée pour qu'elle parte. Sa mère eut la décence de paraître momentanément mal à l'aise. J'ai fait ce qui était nécessaire pour te protéger. Cette fille était complètement inappropriée et des enfants d'une telle union auraient été un fardeau pour cette famille.
Ah, ces enfants sont mon fils et ma fille, dit Philippe, sa voix dangereusement calme. Leurs noms sont Colin et Margot. Ils sont brillants et magnifiques, et tu ne les traiteras plus jamais de fardeau. Philippe, sois raisonnable. Non, mère, toi, sois raisonnable. J'ai 34 ans. Je dirige une entreprise d'1 milliard d'euros, et je ne te permettrai pas de dicter ma vie personnelle, ni de traiter mes enfants comme autre chose que les bénédictions qu'ils sont. Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre surplombant Paris. Rachel les a élevés seuls parce que tu l'as menacée. Elle a vécu dans la pauvreté parce que tu l'as convaincue que c'était mieux que de les soumettre au jugement de cette famille. Elle a eu raison de les protéger de toi. Tu ne peux pas sérieusement envisager Your dad. In a sense, je vais être leur père, interrompit Philippe. Je vais faire partie de leur vie de la manière que Rachel le permettra. Et si tu ne peux pas accepter ça avec grâce et gentillesse, alors toi et moi allons avoir une relation très différente à l'avenir. Hélène resta figée, son contrôle soigneusement maintenu se fissurant enfin. Ton père. Mon père soutiendra ma décision, ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai fini de laisser les attentes de cette famille contrôler ma vie. Sa mère partit sans un autre mot, le dos raide de colère et de choc. Les semaines qui suivirent furent difficiles, mais transformatrices. Philippe commença doucement, rencontrant Colin et Margot pour une glace. Assistant à un autre récital de violon de Margot, toujours aussi mauvais, toujours aussi charmant. Aidant Colin avec son puzzle du pont de Brooklyn. Rachel supervisa ses visites au début, vigilante et protectrice. Mais peu à peu, elle se détendit en voyant que Philippe était sérieux, qu'il se présentait de manière constante, qu'il était sincèrement intéressé à connaître ses enfants. Ah bah, il pose des questions sur toi entre les visites maintenant, lui dit Rachel un soir après qu'il les eut emmenés au zoo de Vincennes. Colin veut savoir si tu l'aideras avec un nouveau puzzle. Margot veut te présenter à son professeur de violon. Quand est-ce qu'on leur dit demanda Philippe. Rachel resta silencieuse un long moment. Bientôt. Ils méritent de connaître la vérité. Mais Philippe, une fois qu'on leur aura dit, tout changera. Tu ne pourras pas décider plus tard que c'est trop compliqué. Que ton monde et notre monde ne se mélangent pas. Ils seront tes enfants officiellement, légalement, émotionnellement. Tout. Je veux tout, dit fermement Philippe. Rachel, je veux. Il s'arrêta, ne sachant pas comment finir. Qu'est-ce que tu veux demanda-t-elle doucement. Tout, admit-il. Je veux être leur père. Je veux des dîners en famille, de l'aide aux devoirs et des pièces de théâtre à l'école. Je veux apprendre l'architecture à Colline et écouter le violon affreux de Margot. Et je veux... Il la regarda, cette femme qui avait tout sacrifié pour leurs enfants. Je veux une chance de prouver que je ne suis pas l'homme qui a laissé sa mère te chasser. Je veux prouver que je suis quelqu'un digne de la famille que tu as construite. Des larmes coulèrent sur les joues de Rachel. Philippe, je ne demande pas de promesses, dit-il rapidement. Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, Rachel. Et maintenant que je connais nos enfants, maintenant que je vois le travail incroyable que tu as fait pour les élever, je t'aime encore plus. Rachel essuya ses yeux, riant légèrement. Tu as toujours été dramatique. C'est un non? C'est un prenons notre temps et voyons ce qui se passe, dit Rachel. Les enfants passent en premier. Toujours. Toujours, acquiesça Philippe. Ils dirent la vérité à Colin et Margot un samedi après-midi de mai, assis dans le petit salon de Rachel, avec ses dessins d'enfants, ses livres de bibliothèque et ses meubles bien usés. Margot pleura des larmes de joie et voulut immédiatement savoir si cela signifiait qu'ils étaient riches maintenant. Colin fut plus silencieux, digérant l'information, puis demanda finalement si Philippe allait repartir. Jamais, promit Philippe en serrant son fils dans ses bras. J'ai manqué les 5 premières années de vos vies et je le regretterai pour toujours. Mais je suis là maintenant et je ne vais nulle part. En juillet, Philippe avait emménagé dans un appartement plus grand à Belleville, rien à voir avec son penthouse, mais assez proche de l'immeuble de Rachel pour que les enfants puissent marcher entre les deux appartements.
Il réduisit ses heures au groupe Valois, promouvant son fidèle directeur financier et se concentrant sur les aspects de l'entreprise qu'il appréciait vraiment. Sa mère se radoucit lentement, conquise malgré elle par la joie contagieuse de Margot et l'intelligence sérieuse de Colin. Elle n'admettrait jamais qu'elle avait eu tort, mais elle commença à assister au récital de violon et à apporter des cadeaux qui étaient attentionnés plutôt qu'extravagants. En septembre, à l'anniversaire du jour où Philippe avait vu Rachel pour la première fois sur ce passage piéton pluvieux, il l'emmena de nouveau au café de la rue de Belleville. Ils s'assirent à la même table où elle lui avait dit la vérité, où leur seconde chance avait vraiment commencé. Épouse-moi, dit Philippe, non pas avec une bague ou un grand geste, mais avec une simple honnêteté. Pas parce que ma famille l'attend ou parce que c'est logique sur le papier. Épouse-moi parce que nous nous aimons, parce que nous formons une super équipe pour élever ses enfants, parce que tu fais encore battre mon cœur après toutes ces années. Rachel le regarda par-dessus la nappe à carreaux, ses yeux brillants. Tu veux vraiment épouser la fille de la gouvernante? Je veux vraiment épouser la femme qui a été assez forte pour me quitter quand il le fallait, et assez courageuse pour me laisser revenir quand j'ai prouvé que j'en étais digne. Alors oui, dit Rachel, riant et pleurant à la fois. Oui, je t'épouserai. Ils se marièrent 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie à la mairie, avec Colin et Margot comme seuls témoins. Pas de mariage mondain, pas de liste d'invités, de plans de table ou de fleurs élaborées. Juste Philippe et Rachel et leurs enfants se promettant d'être une famille de la manière la plus officielle possible. Alors qu'ils sortaient sous le soleil d'hiver, Margot tenant la main de Rachel et Colin tenant celle de Philippe, Philippe pensa à cet après-midi pluvieux qui avait tout changé. Un instant, une rencontre fortuite, une décision de suivre son cœur au lieu des attentes de sa famille. Il avait perdu 6 ans, mais il avait gagné tout ce qui comptait. Une famille construite sur l'amour plutôt que sur l'obligation, des enfants qui savaient qu'ils étaient désirés et une seconde chance avec la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Papa, dit Colin en tirant sur sa main, on peut prendre une pizza pour fêter ça? Papa, répéta Margot, clairement ravie du mot. On peut prendre une glace aussi? Philippe regarda Rachel qui sourit et haussa les épaules. C'est un jour spécial. Pizza et glace alors, dit Philippe. Voilà, c'est la fin de notre histoire pour aujourd'hui. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez ou regardez en ce moment. Dites-moi dans les commentaires de quel pays, de quelle ville vous êtes. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce récit? Vous a-t-il touché, surpris ou fait réfléchir? Votre ressenti est précieux, alors n'hésitez pas à le partager. Si vous aussi, vous avez une histoire fascinante, une anecdote personnelle ou un témoignage que vous aimeriez faire entendre, l'espace des commentaires est à vous. Racontez-nous, nous sommes là pour nous écouter les uns les autres. Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous, où que vous soyez, beaucoup de paix et de sérénité. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt.